Bonjour et bienvenue dans Demain la Cité, une émission qui vous propose de mieux connaître des élus, des maires qui nous parlent de leur ville, de leur territoire, de la métropole du Grand Paris. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une ville, Sevran, avec non pas son maire, mais son ancien maire, Stéphane Gatignon. Bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé tout récemment que vous quittiez vos fonctions de maire, votre mandat de maire. Pourquoi? Ce serait ma toute première question. Parce que déjà ça fait 17 ans que j'étais maire de Sevran. C'est un mandat prenant, qui est au quotidien, qui est du 24-24 presque. Voilà, c'est compliqué. Et après j'ai été dans un certain nombre de combats, y compris vis-à-vis des différents gouvernements successifs qui sont succédés en France, autour des questions de la banlieue, autour des questions des finances, autour de la question de cette vision, comment on casse le ghetto, quelque part, la question de fond, mais peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Voilà, j'ai jugé aussi un moment de pousser une forme de... J'en ai déjà poussé à plusieurs reprises, j'ai fait une grève de la faim, etc. Mais pousser un vrai coup de gueule pour dire il faut que les choses bougent quand même. Voilà, il faut que les choses bougent, il faut que le gouvernement, que le président de la République, le gouvernement regarde autrement la banlieue en général et nos territoires, les aide différemment qu'aujourd'hui où il n'y a pas grand-chose. Voilà, donc pour moi, c'est aussi quelque part un changement de vie. On est un peu au bord du gouffre, hein, c'est un peu ça. C'est pas facile. On est partagé, il y a évidemment beaucoup d'émotions, il y a à la fois une forme de soulagement, faut le dire aussi, mais en même temps beaucoup de tristesse de se dire, bon voilà, qu'est-ce qui va se passer, puis tous les projets dont on va parler. Moi je compte continuer, hein, je suis toujours conseiller municipal, conseiller territorial, conseiller métropolitain pour suivre les grands dossiers, notamment les questions, on va en parler des comités de pôle, de Sevran Terre d'Eau, voilà, tous ces projets parfois un peu fous qu'on a réussi à monter avec l'équipe. Et puis bon, en même temps, je reste extrêmement attaché, vous savez, moi je viens de la ZUP d'Argenteuil, moi je suis attaché à la banlieue, à ce qui existe, à faire en sorte qu'on reconnaisse les gens qui sont sur le terrain, tous ceux qui se battent. Voilà, donc se battre pour la reconnaissance des gens qui se battent sur le terrain, dans la banlieue, je crois que c'est important, en tout cas je vais continuer là-dessus. Alors vous allez continuer, mais vous allez nous raconter là tout ce qui s'est passé à Sevran dans ces dernières années et ce qui va se passer, parce qu'il y a de nombreux projets, on va y venir, mais tout d'abord pour les Parisiens, les Franciliens qui nous écoutent, comment présenter Sevran aujourd'hui? Quelle a été d'ailleurs son histoire? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'histoire de la ville? Sevran, c'est une ville déjà qui est dans le nord-est de la Seine-Saint-Denis, qui est extrêmement bien située. C'est-à-dire qu'on est le long de la dorsale Rhin-Rhône, donc au cœur de l'Europe, très proche des aéroports du Bourget et de Roissy. Voilà, c'est une ville qui a longtemps été déconsidérée. Il y a eu, comme ces villes dans le secteur, dont on a longtemps pensé que ça serait des réservoirs à main-d'œuvre peu qualifiés, peu chers, qui finalement réglaient du temps des usines. Les ouvriers travaillaient, quand les usines ont fermé, il y a eu une précarisation. Du coup, on a une main-d'œuvre à bon marché, etc., assez précarisée, qu'on a souvent fermée sans beaucoup d'espoir, voilà, dans des formes de cité-dortoir, le ghetto, quoi, quelque part, hein, ce qu'on a essayé de bouger et de transformer. En même temps, c'est une ville, aujourd'hui, qui est vraiment dans le nouveau monde, comme on dit aujourd'hui, dans le nouveau siècle. C'est une ville très jeune, 25% de la population a moins de 14 ans. Voilà. Plus de 70 nationalités. C'est-à-dire qu'il y a le monde entier qui a rendez-vous chez nous. C'est aussi lié au fait qu'on soit proche de Roissy, etc., historiquement. Et voilà, c'est un vrai carrefour. Il y a des choses qui se passent. C'est une ville qui est importante sur le territoire, parce qu'on est quand même... Il y a un bassin de vie de 500 000 personnes avec Aulnay-sous-Bois jusqu'à Clichy. C'est les mêmes familles, les mêmes réseaux, ça fonctionne, tout ça ensemble. Donc c'est une ville avec un potentiel énorme. Beaucoup de jeunesse qui sort des gens la culture, des jeunes, dans le sport, au niveau des partout, logements sociaux, parce on est à 40% 40% de logements HLM. L'habitat collectif, c'est 60% de la ville. Aujourd'hui, Sevran, officiellement, c'est 50 466 habitants. Mais ce qui est drôle, c'est que la CPAM, l'assurance maladie, note qu'il y a 52 600 habitants à Sevran. Mais ça, c'est la fameuse Seine-Saint-Denis avec la ville avant, officielle, et la ville arrière, la fameuse ville arrière, qui est 4-5%, mais qui représente aussi, quelque part, ce que je dis souvent, c'est que les 2-3 000 personnes, jeunes, vieux, etc., qui passent à travers les statistiques, c'est de l'argent en moins pour la ville aussi, hein, chaque année, puisqu'on est au nombre d'habitants. Voilà, mais après, c'est une ville qui a un dynamisme très fort, c'est compliqué, c'est une ville qui a subi donc la désindustrialisation très forte. C'est une ville du Nord, il y avait deux grosses entreprises qui ont fermé toutes les deux au début des années 90, c'était Westinghouse qui fabriquait des freins et Kodak, la fameuse usine Kodak.
qui est aujourd'hui dans la transformation, etc. Aujourd'hui, le parc Kodak est un des lieux en France qui est dédié à la biodiversité dans le cadre du projet Nature 2050 avec la Caisse des dépôts. Richesse. Et ça devient une richesse formidable. Et la nature est laissée à elle-même. Et en fait, c'est la régénération de la nature par elle-même. On est en l'anniversaire de 68. Et bien là, c'est la nature qui se régénère par elle-même. Et ce qui est très étonnant, c'est que dès maintenant, on retrouve à la fois des insectes, mais aussi des végétaux qu'on n'a pas vus en Île-de-France et dans la zone dense depuis 30, 40, 50 ans. Donc on voit bien que la nature a une force de résilience, comme on dit aujourd'hui, dans la novlangue un peu bureaucratique, extrêmement forte. Voilà, et c'est un peu aussi l'objectif, comment on invente la ville de demain. Tout notre travail, ça a été aussi de relier comment la nature revient, comment on travaille sur tout ça. Donc là, on est sur la photographie de Sevran aujourd'hui. Ça a été... Vous l'avez dit, une ville dite de banlieue. Alors, un des drames des villes de banlieue, c'est le transport. Aujourd'hui, déjà, c'est une ville de banlieue. Moi, je crois à la banlieue. Je crois qu'aujourd'hui, l'avenir, y compris de la métropole ou Paris, Grand Paris, c'est sa périphérie. C'est là où il y a le dynamisme. C'est là où il y a les jeunes. Où il y a les jeunes. Les jeunes, ils sont ancrés dans les nouvelles technologies. Moi, je me souviens, quand j'étais môme dans ma cité, c'est vrai que c'était les 3 bars autour qui faisaient notre cadre... culturel à tous les niveaux, on avait ça dans la tête. Après, c'était le quartier. Aujourd'hui, les mecs, ils voient le monde entier. Donc, on est là-dedans. Voilà. Et la banlieue, c'est ça. Voilà, c'est ce dynamisme-là. Il y a des choses compliquées, il y a des contradictions, il y a tout ça. Mais il y a ça. Mais revenons sur le cloisonnement des banlieues. Aujourd'hui, au niveau des transports, Sevran va bénéficier de l'arrivée de nouveaux moyens de transport. Absolument. C'est une vraie révolution, c'est quelque chose... Nous déjà, alors contrairement à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, à côté de très proche de Sevran, qui sont vraiment enclavés, parce qu'il n'y a pas de moyens de locomotion aujourd'hui. On avait quand même 2 gares du RER, on avait le tram depuis quelques années, mais là, le fait d'avoir 2 gares du grand métro, c'est la question des liaisons avec les autres moyens de transport, notamment les 2 gares RER, puis c'est un formidable outil de rapprochement déjà vers les zones d'activité très fortes du nord de Paris et de l'ouest parisien, et puis ça nous fait rentrer, y compris en termes d'investisseurs, dans un autre monde. C'est-à-dire c'est les lieux qui se développent, c'est le nouveau Far West quelque part. Mais est-ce que c'est dur quand on est un élu, parce que vous avez été élu en 2001, de se battre pour obtenir plus de transport? C'est quelque chose qui vient naturellement parce que Sevran était bien situé, ou vous avez dû vous battre? Il a fallu déjà discuter. Il faut savoir discuter. On a eu la chance de voir Christian Blanc. Christian Blanc a quand même pensé déjà. Il a ramené le Grand Paris. Sarko a quand même fait un truc, cette histoire du Grand Paris, y compris de mettre autour de la table 10 grandes équipes d'architecture pour réfléchir à ça. Voilà, parce qu'il a senti le truc à un moment, il l'a fait. Il a nommé Christian Blanc, qui a mis en place le métro, cette vision de restructuration un peu de l'ère métropolitain. Voilà, donc il a fallu discuter. Ça a été des discussions. Au début, le métro, il passait pas à Sevran. Après, il était aérien. Après, on a eu une gare. Après, on a eu 2 gares. À chaque fois, c'est de la baston. À chaque fois, c'est de l'explication. À chaque fois, il faut trouver les intérêts. Les intérêts ne sont pas que les intérêts des Sevranaises. C'est aussi l'intérêt du territoire et de resituer un peu les choses. Puis, je vous ai dit, on est sur la dorsale Rhin-Rhône. On est à côté des grands pôles. Roissy, c'est 90 000 salariés aujourd'hui. Dans 10 ans, c'est 180 000. Donc, on est au milieu de tout ça. Donc, comment on arrive à faire bénéficier de ça nos territoires? Ça a été de la bagarre. Ça a été de la bagarre. N'oublions pas, j'oublierai jamais, la question qu'il y a eu à l'époque à la région. Et je me souviens, j'ai failli me battre, même physiquement, avec le directeur de cabinet d'Huchon en pleine séance. Un jour, quand Huchon avait dit, puisqu'il était contre la fameuse ligne rouge, à l'époque, elle s'appelait ligne rouge, il avait dit, ça va alimenter les champs de patates. Je lui ai répondu, les champs de patates vous saluent bien, monsieur le président. Et c'était très, très dur, parce qu'il y avait cette vision, comment on restructure la première couronne. Et c'est vrai que nous, c'était la banlieue qui est la merde, quoi. Voilà. Donc, quelque part, cette banlieue, c'est la merde. Sevran, Aulnay, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, ouais, c'est autre chose. Mais donc, les gens avaient une vision quand même... vous savez, dans tout ça, moi, ce que je ressors aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit dans le cadre de ma démission, il y a des formes, j'ai souvent vécu une forme de mépris social. Voilà. Il y a une vision de là-haut qui est compliquée. Est-ce que vous pensez que ça a quand même changé, ce Sevran, Clichy, mais bien sûr, Montfermeil, mais aujourd'hui, c'est en train par rapport à il y a ça 10, change. 10, 15, 20 ans? Mais ça a changé surtout ces 7-8 dernières années, notamment pour nous à Sevran. C'est-à-dire, la vie, elle a complètement changé. Imaginez aujourd'hui Sevran dans les 10 ans qui viennent, si on déconne pas trop, si l'État joue le jeu, voilà, c'est 1 milliard d'investissements. Voilà, en termes de structure, en termes de nouveaux quartiers, en termes de nouvelles façons d'habiter. Un des enjeux, ce que je dis souvent, vous savez, moi j'ai bien connu le Valois quand j'étais môme, j'habitais à Argenteuil, c'était pas très loin. Quand Balkany est arrivé, le Valois, il a viré les gens qui habitaient là-bas, quelque part. Ça a été ça. Moi, j'ai toujours dit, voilà, c'est notre contre-exemple. C'est-à-dire que Sevran va changer complètement.
les prix vont augmenter et tout. Comment on fait, par exemple, pour que les gens qui habitent aujourd'hui Sevran aient le droit d'habiter toujours Sevran dans 10-15 ans? Ça va aller très vite. Dans 10-15 ans, c'est très important. On voit bien aujourd'hui, le prix au mètre carré augmente. On voit que les promoteurs commencent à vendre beaucoup mieux. Donc, ça va être une question de comment on gère tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la réflexion sur le type d'habitat. Jusque-là, mais dès maintenant, sur le type d'habitat, la mixité de fonctions, la question des étudiants, comment on fait, on a des résidences étudiantes, c'est là où on se tape avec l'État, les vieux, les jeunes, tout ça. Justement, il y a un grand projet en cours sur Sevran, c'est Sevran Terre d'avenir. En 2 mots, il est impossible à décrire parce qu'il va transformer la ville. Il faut bien être clair, ça vient du métro. Et là-dessus, je remercie quand même... quelque part, Christian Blanc, ça vient du contrat de développement territorial à l'époque qu'on avait. Donc, on avait un grand contrat de développement territorial. Je me souviens de réunions, moi, je me suis battu comme un chien. Ils voulaient faire de notre territoire, donc Aulnay, Sevran, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Livry-Gargan, un cluster d'habitat. C'est-à-dire, c'était l'objectif. On construit, on construit. Je dis, on va faire quoi? C'est-à-dire qu'on va reconstruire. Vous faites le super ghetto, là, dans les 30 ans ou 40 ans qui viennent. Je dis, c'est interdit de faire ça. Et on s'est battu. Et l'idée, c'était de dire, non, finalement, on refait des vraies villes. Donc tout le monde, comment on fait cette mixité pour le coût social, etc., dans un monde cosmopolite qu'il faut accepter comme ça, et qui est justement ancré sur, sur ce nouveau monde, sur la planète, qui va aussi avoir des débouchés économiques à tous les niveaux après. Et donc on a monté le truc comme ça. Et ça vient de là. Et donc on a eu le contrat de développement territorial, un architecte du 18 Grand Paris a travaillé dessus. On a réussi à choisir l'atelier Line, les Berlinois, Fingaipol. Et moi, à la fin, quand ça s'est arrêté, j'ai continué de travailler avec Fingaipol. Et on a défini ce projet sur l'ensemble de la ville, Sevran Terre d'avenir, qui est aujourd'hui un peu sectorisé, mais qui en fait est une réflexion sur l'ensemble de la ville. Le nouveau quartier Westinghouse, qui est à l'autre côté de la ville, est dans cette conception-là, comme ce que je viens de vous dire sur les terrains Kodak qui font cette liaison, les 2 gares, et tout le réaménagement se fait autour de ça, avec une nouvelle vision à la fois de l'urbain, de l'habitat, une nouvelle vision de l'espace public, y compris du lien entre habitat collectif, habitat individuel, comment on travaille tout ça, jusqu'aux questions de chauffage, par exemple, c'est un enjeu fondamental. Comment on fait revenir la nature en ville? Voilà, tout ça, c'est lié. On n'aurait pas fait Kodak aujourd'hui si on n'avait pas eu cette réflexion. Alors, il y a 4-5 grands sites qui sont concernés par Terre d'avenir. Lequel vous marque le plus, personnellement? Est-ce que c'est... J'allais dire tous. Alors, en même temps, on est dans le concret avec Westinghouse aujourd'hui, où ça monte, où on est dans les contradictions télé. Je me bats avec les services de l'État de façon incroyable, parce que eux disent, mais vous voulez plus de social? Je dis, mais vous comprenez rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est mixer. Par exemple, on a déjà une résidence étudiante. On me dit, mais pourquoi vous voulez une deuxième résidence étudiante? Dans vos territoires, il n'y a pas d'étudiants. Je leur dis, mais arrêtez d'avoir cette conception. Déjà, des étudiants, il y en a. Arrêtez de penser qu'on est que des gueux et qui savons à peine lire et écrire. Ça fait longtemps qu'on est descendu de l'arbre quand même dans nos villes. Les étudiants, c'est aussi les apprentis, c'est les gens. Aujourd'hui, moi, il y a à Ballanger, l'hôpital, entre Aulnay-Sevran, l'école d'infirmières, les gens ils sont logés dans l'Oise. On a les apprentis, on a ces infirmières. Enfin, il y a énormément de choses à faire. On sait très bien qu'on manque de résidences étudiantes. Mais pour l'État, non. Dans nos territoires, il n'y a pas de résidence étudiante. C'est première couronne. Donc on se bat là-dessus, mais c'est très dur. Résidence personne âgée, pareil. Donc on essaye de mixer. Voilà. Parce que l'enjeu de la ville, c'est d'avoir tout le monde aussi. N'importe d'où ils viennent, des jeunes, moins jeunes. Il a fallu biaiser pour faire une résidence réservée aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas. Aujourd'hui, on stigmatise une population. On ne peut pas construire de lieu précis pour cette population. Donc, on fait du logement intermédiaire en petits logements. Et les mecs, ils sont super contents. Parce que sur Roissy, ils ont besoin de trouver des logements comme ça. Donc, on fait une résidence avec des F1, F2 en LLI. Et en fait, ça sera orienté sur les jeunes, notamment jeunes qui travaillent sur l'aéroport. Et ça va être plein. Tout le monde m'a dit, mais attendez, on va remplir direct. Donc voilà. Aujourd'hui, Sevran est une ville où on a envie d'habiter. Ça y est, c'est en train de basculer. Petit à petit, oui, déjà, il y a les gens qui sont attachés. Il y a un attachement chez nous au territoire qui est très fort. Donc même quand on grimpe socialement, voilà, on souhaite rester. Voilà, on le voit bien. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on a plus de 1500 demandeurs de logement. Nous, on loge sur notre quota. Dans le logement social, 60-70 familles par an seulement. Donc voilà, je pense que c'est des villes où petit à petit, on les voit autrement. Et où les choses avancent. Et vous me parliez d'un sujet, mais je pense qu'on va en parler. Après, le sujet le plus fou, c'est la question de la vague de surf. Et là aussi, c'est aussi le changement complet de vision de ce qu'est la banlieue. Mais c'est redonner l'espoir à tout le monde. La vague de surf, déjà, c'est un aménagement global, il y a 40 hectares. On est dans des formes aussi, là encore, de résilience sur l'eau, sur l'énergie, surtout. Puis on fait un truc de fou. Alors, la vague de surf, et pour le rappeler, c'est
un des projets qui ont été retenus par le concours Inventant la métropole du Grand Paris. Mais comment vous est venue l'idée? Parce qu'à un moment donné, vous étiez associé, vous avez dit OK, banco. Non, la réflexion déjà amenée, moi je pense que quand on travaille sur l'aménagement, l'urbanisme, nos villes, on doit respecter le territoire. Donc j'ai dit attention, on est sur des territoires qui sont extrêmement marécageux historiquement. Donc avec Fingeipel, Atelier qui a travaillé sur l'hydrologie. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur des zones de marais, avec énormément de cours d'eau, avec la nappe phréatique dans ce lieu-là qui a 50 cm, 1 mètre. En ce moment, il y a 10 cm d'eau en bas des terrains. Et en fait, l'eau est là. Donc c'était respecter l'histoire, donc respecter l'eau. Donc on a réfléchi. Et moi, je me battais. Donc on a réfléchi sur l'eau, comment déjà la dépolluer, nettoyer l'eau, avoir un cercle un peu vertueux. La question ensuite, c'était, comme on a dans les pays anglo-saxons ou les pays nordiques, la question des lieux de destination dans les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les étés, on envoie des quarantiers à Jablines, etc. Non, là, il faut qu'on ait un lieu de loisirs gratuit pour les familles dans la ville, comme on a en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays nordiques. Donc ça, on a travaillé là-dessus. Et puis après, il fallait un lieu de destination. Donc la question du lieu de destination, ça a été des discussions. Et certains m'ont dit, pourquoi on ne fait pas la vague de surf? Et donc j'ai dit, ça, c'est un truc génial. Donc c'est... Voilà, on est sur un prototype. Moi, j'ai même surfé la vague, le prototype dans le Pays Basque. C'est quelque chose aujourd'hui où il y a à peu près le truc se cale petit à petit. Et c'est vraiment possible. Et donc, on travaille avec la Fédé de surf et la Fédé de ski nautique qui géreront le lieu. Parce que l'objectif, c'est d'en faire un lieu aussi de formation, de développement derrière économique, mais de formation, y compris à l'échelle de l'Europe pour les fédés de surf. Donc voilà, on est là-dedans. Et derrière, évidemment, il y a tout un montage. Sevran serait une nouvelle station balnéaire. Pas forcément station balnéaire, mais un lieu de sport, loisir. C'est 300 000, l'estimation pour l'instant, c'est 300 000 visiteurs par an. Quand même. Et ce projet, est-ce que vous le voyez, ça transforme tout dans vos relations, dans la communication de la ville de Sevran? C'est autre chose. Quand on dit Sevran et surf, forcément, c'est autre chose. Alors les gens nous ont pris un peu pour des fous au début, et en même temps, on s'est rendu compte que ça a été sérieux. Voilà. Et en même temps, là, on se rend compte que c'est compliqué à mettre en place aussi, à mettre en œuvre. Comme par rapport à la résidence étudiante, on a tous les financements des investisseurs, ils sont tous là. Là, c'est l'État qui nous bloque. Là, c'est pas les services de l'État, ils se raccrochent à ça. Même de Normandie, le secrétaire d'État dit c'est génial, il faut y aller. Le préfet de région dit il faut y aller à fond. Les préfets disent il faut y aller. Mais par exemple, GPA voit ça d'un autre œil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils voudraient aménager le lieu, alors qu'ils sont rentrés dans le... Donc, ils bloquent. On est dans une situation de blocage en ce moment qui peut aller... qui peut se débloquer, hein, je l'espère, si l'État dit on y va. Voilà, parce que bon, c'est un enjeu à 150, 170 millions d'euros. Aujourd'hui, on a un différentiel avec GPA qui dit, moi, il nous faut 25 millions, alors qu'on doit être à 12, 13 millions qu'il faut leur donner. Donc, il faut qu'il y ait une discussion business là-dessus. Mais il faut que l'État dise on y va. Voilà, je pense que c'est important pour Sevran, évidemment, mais on n'est plus sur Sevran, là. C'est le territoire et c'est la banlieue. C'est l'île de France qui va être marquée. Et c'est dire, voilà, on peut travailler sur des trucs qui sont forts, qui sont évidemment du sport, loisir, de la culture, mais derrière, c'est de l'économie. Et c'est autre chose à la banlieue. C'est déjà la reconnaissance qu'on est un lieu de destination avec des compétitions, parce que ça sera un lieu de compète. Là, dans l'équilibre économique qui se fait sur les droits télé, hein, je ne vous cache pas, hein, ils sont à des millions de droits télé, parce qu'en fait, le surf est un vrai instrument aujourd'hui de télévision et tout. Et puis c'est plus facile de mettre des caméras dans un bassin que dans la mer, vous comprenez bien. Donc en fait, voilà, on est là-dessus. Donc c'est une autre vision des choses. C'est-à-dire qu'il y a des mecs du monde entier qui viendront à Sevran faire du surf. Et donc on est sur autre chose. Et si tout se passe bien, cette vague de surf, on pourra la voir quand alors? L'objectif, elle doit être construite pour 2023. D'accord, elle sera prête. Donc là, il faut que les histoires, la patouille un peu juridique et surtout l'adhésion de l'État se fasse dans le mois qui vient. Il faut que fin avril, on soit calé. Parce que derrière, bon, ils ont déjà commencé les études, mais voilà, il y a 2 ans d'études et après, il y a 3 ans de chantier. C'est long ces périodes d'aménagement pour un élu, parce qu'il y a déjà énormément de choses. La concertation avec les habitants, comment ça se passe? Je pense qu'il faut réussir à créer des dynamiques. Alors, on a réussi sur l'ANRU. Moi, vous savez, on a un très gros ANRU à Sevran, qui est un des moins chers d'ailleurs, ce qu'on a fait. Mais on a réussi, on recrée des dynamiques. Au début, les gens ne vous croient pas. Moi, je suis arrivé dans des quartiers, enfin les mecs ils disaient attendez, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'on va faire des trucs, on n'aurait jamais rien fait. C'était dur en 2001, 2002, 2003. Hein. Heureusement il y a eu l'ANRU avec Borloo, moi j'étais le premier maire de gauche à rentrer dans l'ANRU, c'est ça qui nous a donné quelques marges de manœuvre. Et on a réussi à faire des trucs. On n'a pas tout chamboulé, mais on a réussi à faire des trucs et les gens aujourd'hui le voient quand on est sur la durée. Et donc on voit bien, on voit aujourd'hui le nouveau quartier Westinghouse qui monte.
Alors c'est compliqué, parce qu'à un moment, les gens, oh c'est dense, c'est un peu... Oui, on est sur des sujets, Westinghouse, totalement pollué. Donc il faut aussi sortir de tout ça. C'est 10 millions d'euros de pollution au départ sur un projet comme ça. Donc ça veut dire qu'y compris, comment on arrive à densifier sobrement, sans monter haut. Bon voilà, il y a plein de questions qui se posent. Et puis les périodes de chantier sont jamais simples. Voilà. Mais on est là-dedans, donc on est dans plein de chantiers en ville. Donc voilà, les gens, ils savent que les choses peuvent avancer. Parce que derrière, c'est évidemment Terre d'Eau, donc la vague de surf, mais derrière, du coup, le centre commercial Beau-Sevran, qui a un grand terrain, est en train de se dire, mais nous, on peut faire aussi quelque chose. Donc l'idée, c'est de faire sur le centre commercial, à l'entrée de la gare des Baudottes, donc gare routière, gare RER et gare du métro du Grand Paris. Donc faire un nouveau quartier, là aussi. Donc on est aussi là-dessus, avec toutes les complexités de l'enjeu, parce que c'est à Carrefour. Quand on voit la situation de Carrefour, c'est compliqué, donc rien n'est simple. C'est comme ça que vous voyez la banlieue demain, la périphérie parisienne, en mutation permanente avec... Moi, je pense que... Oui, je pense que là... De toute façon, aujourd'hui, bon, je vois bien, le gouvernement ne comprend pas, ne veut pas s'y intéresser. Mais la banlieue s'intéressera pour lui. C'est-à-dire que je pense que oui, déjà, il faut bien comprendre la banlieue. Aujourd'hui, il y a de la paupérisation, il y a de la pauvreté. Oui, ça c'est clair. Nous, on a plus de 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais il y a des solidarités qui existent très fortes et qui permettent aux gens de subsister, d'avancer. Il y a une économie souterraine, parallèle avec le trafic, mais autre. Il n'y a pas que la question du trafic. Il y a aussi le travail au black et tout, qui contente d'ailleurs quand même les grands. Aujourd'hui, les chantiers, il y a combien de mecs au black qui bossent sur des chantiers? 30-35%. Voilà. Ouais. Alors on est bien content parce qu'à la fin c'est moins cher. Mais en même temps, ces gens-là, les 30-35% de mecs qui bossent, ils sont payés au lance-pierre, ils n'ont pas de vraie vie parce qu'ils sont au black, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais quand on voit aujourd'hui que maintenant les grands groupes ils font que de la sous-traitance, donc ils prennent plus aucun risque en dessous, c'est l'hypocrisie française. C'est comme, on n'en parlera pas, c'est pas le sujet, mais comme la question de la sortie de la prohibition et du cannabis. Tout ça, on est dans de l'hypocrisie, il faut qu'on soit franc un peu en France. On n'a pas cette habitude-là, mais il faut poser les questions et avancer. Voilà, donc moi je pense que la banlieue, ça avance déjà parce que c'est jeune. Moi aujourd'hui, la question des jeunes, tu as tout un tas de jeunes, y compris donc, des quartiers et tout ça. Leur vision aujourd'hui, petit à petit, elle se détache de la France. Elle est plutôt à l'étranger. Beaucoup sont partis. Beaucoup sont en Angleterre, au Moyen-Orient, même en Thaïlande, etc., pour monter leur boîte, avancer. Puis on se rend compte qu'avec les moyens techniques aujourd'hui, on se relie facilement. Moi, ce que je veux... Ce que j'espère, c'est que les mecs prennent conscience, tout le monde prenne conscience de ses capacités, soit en mesure d'avoir des formes de reconnaissance et puis finalement avance, quoi. Alors ça avance, on le voit. Comme pour le sport. Oui. Regardez le sport. Je finis là-dessus, juste, excusez-moi, mais enfin bon, nous, on est bien content d'avoir les gens qui viennent de banlieue et des DOM d'ailleurs. Hein. C'est les deux pourvoyeurs de champions. Là, on a les JO, on a l'équipe de France de foot, mais enfin, la plupart des mecs qui viennent de banlieue. Hein. Mbappé, il vient de Bondy. Hein. Vous voyez, et son père, moi, je l'ai vu, il tenait le club à Bondy. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ça, quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bon, si on voit que la banlieue avance avec ses élus, avec sa population, il y a vraiment des changements, est-ce qu'aujourd'hui, le contexte politique et organisationnel, cette fameuse métropole du Grand Paris, quel regard globalement, le regard politique aujourd'hui de l'État, des élus, beaucoup d'élus, etc., sur la banlieue est catastrophique. Voilà. Moi, je croyais qu'on était tombé avec l'ami en bas de la piscine, mais je pense qu'on creuse encore. Je crois que voilà, il n'y a aucune compréhension, il n'y a aucune volonté. Aujourd'hui, l'État, Macron, je n'ai pas de souci, je peux le soutenir, mais je vois bien que, alors qu'il est ouvert, en fait, il recentralise à outrance. Voilà, on a une forme de recentralisation qui pose question sur ce que vous dites, de bureaucratisation, c'est-à-dire que les ministres n'ont plus de poids politique, donc la bureaucratie reprend le dessus, et donc on est dans une période de stagnation, si on veut. J'ai dit dans le monde qu'on était dans une... Moi, ça me rappelle soit la fin de l'Allemagne de l'Est, encore c'était un peu dynamique, parce qu'il y avait poussée populaire. On est presque dans des formes de brejnevisation, la stagnation brejnevienne, où la bureaucratie a pris le pouvoir et plus rien ne bougeait. C'est quand même un peu ça aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas de volonté politique derrière, c'est dur. Et on le voit sur le Grand Paris. Les décisions, c'est catastrophique. Société du Grand Paris, on vire Yvain, personne derrière. On a pris un retard incroyable. Ça bloque les choses. Grand Paris, la métropole, les choses n'avancent pas. Macron, je ne sais pas, ils veulent froisser personne. Donc chacun va voir le préfet de région.
avec son truc, tout le monde est content en sortant, dire ils nous ont écoutés. Les mecs disent des trucs complètement différents. Non, moi je pense que la métropole du Grand Paris soit une métropole démocratique. Je pense qu'il faut revoir l'organisation de la France. La France, c'est 8 régions, c'est 30 départements maximum, et derrière des métropoles, parce que ça se réorganise l'urbain. Et la métropole du Grand Paris, elle doit se construire, mais démocratique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on ait un président élu avec un conseil métropolitain élu, et qui ait des compétences clairement définies. Et en dessous, on a les territoires. Il ne faut pas se leurrer, nous, les communes, chacun dit il faut garder la commune. En même temps, tu n'as quasiment plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir, plus d'argent, tu es pris à la gorge. Et on voit bien que les aménagements dans nos territoires ne sont pas à l'échelle de nos communes, c'est beaucoup plus large. Quand je parle de Terre d'Avenir ou Sevran Terre d'Eau, pour moi, c'est des projets qui sont territoriaux, à l'échelle de 300, 400, 500 000 habitants. Et c'est là-dessus qu'il faut être. Et on ne peut pas rester avec une France, avec nos petites communes, où nous, on veut chacun notre stade, notre rue, notre machin, alors qu'il faut mutualiser à côté. Enfin, ça ne veut rien dire, ce qu'on fait. Donc, voilà. Il faut penser à une plus grande échelle. Il faut penser à une plus grande échelle, une échelle démocratique surtout, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un personnel politique qui est quand même, à mon avis, le plus mauvais d'Europe, voire largement au-delà de l'Europe. Les questions, voilà, on ne travaille pas sérieusement, c'est bureaucratisé. On est dans une forme vraiment de... C'est un glacier là qui se forme. Voilà. Et on a la banlieue et les gens qui avancent. Mais qui avancent à côté de tout ça. Là, le vrai problème, c'est qu'on va avoir une rupture entre le monde politique, le monde institutionnel, la bureaucratie et de l'autre côté, la vraie vie. Et c'est compliqué. Vous savez, des fois, ça peut finir comme en Italie. Vous voyez ? D'accord. Et on arrive en fin d'émission, on pourrait en parler. Je suis bavard, désolé. Non, mais on pourrait encore vous poser plein de questions. À la limite, une toute petite question. Voilà, vous avez été élu en 2001, 17 ans après, vous arrêtez. Comment vous voyez l'évolution de votre ville? Avec le sourire? Oui, avec des frustrations? Ça a été dur, tout. C'est très contradictoire, il n'y a pas un truc qui ressort. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup travaillé, on a recréé des dynamiques. Aujourd'hui, on a une ville quand même, y compris en termes de trafic, en termes de sécurité, qui s'est quand même apaisée. Vous pouvez, voilà. Je prends toujours l'exemple du club de foot. Avant, on avait des clubs de quartier, maintenant on a un club où les jeunes, ils viennent de tous les quartiers. Et on arrive à gérer ça. Parce qu'on avait des oppositions fortes entre quartiers. Voilà, je crois qu'il y a une vraie dynamique. Voilà, ceux qui vont prendre la succession, faut qu'ils continuent, j'allais dire, faut qu'ils surfent cette dynamique et qu'ils continuent ça. Je pense que voilà, l'enjeu, c'est la question de la reconnaissance. Voilà. Même le mec qui traficote, le mec qui est relou et tout, il a sa place dans tout ça. Donc il faut savoir aller discuter avec lui, aller se frotter avec lui, aller lui dire s'il faut, tu vas aller faire un tour en tôle si tu déconnes trop. Mais en même temps, tu as ta place ici. Voilà. Quand tu auras payé, tu reviendras, tu auras ta place. Tout le monde a sa place dans la société. Et il faut respecter tout le monde. Voilà. Je pense que c'est ça, respecter les gens, aimer les gens et puis dire que voilà, je le dis, la banlieue, c'est formidable. Et puis c'est nos mômes, quoi. Votre plus beau souvenir de maire? Un moment. Moi, vous savez, ce que je dis souvent, moi, ce qui me plaît le plus quand je suis au bord du terrain, et quand je vois qu'on a réussi à refaire tous les équipements sportifs, le terrain, et quand je vois les mômes qui jouent, qui sont compliqués, voilà, mais qui s'éclatent sur le terrain, où il y a des bons coachs formés, ça, c'est le moment que je préfère dans la vie. Allez, on a pour habitude de poser 3 questions à tous les invités qui sont venus ici. La première question, c'est si vous aviez un projet fou. Il est déjà là avec... Ouais, j'ai de la chance, moi, j'ai réussi à avoir plein de projets, même Kodak, pour la biodiversité, j'en comprenais un, régénération de la nature par la nature, je trouve que ça, c'est mon plus beau projet. Voilà, la régénération de la nature par la nature, on est en plein anniversaire de 68, pour moi, c'est tout ça. S'il y avait un lieu à visiter à Sevran, vous nous conseillez la Microfolie. La Microfolie au Bodot, qui est un lieu extraordinaire, qu'on a monté avec Fusillé, le président de la Villette. La Villette. Et on a un accord avec 9 musées nationaux. C'est un musée virtuel. Vous y allez, il y a un musée virtuel où il y a des collections de 9 musées nationaux. C'est un lieu à la fois d'échange. Il y a un Fab Lab, il y a une petite bibliothèque. C'est un lieu, on est à plus de 40 000 personnes qui sont venues en 2017. C'est un lieu qui est devenu le lieu de la ville, qui est au cœur des Baudottes, au cœur du quartier des Baudottes. Un lieu extrêmement difficile. On a réussi à faire ça, qui est un lieu extraordinaire. Et s'il y avait un événement à ne pas manquer, que vous nous conseillez, annuel Tournoi de Pâques. Mais c'est un moment important. Il y a des mômes de toute la banlieue, de toute la région parisienne qui viennent.
voilà, ils se donnent. Et puis c'est un moment aussi de reconnaissance de tous ces gens qui sont dans les associations, sur le terrain, tous les week-ends pour organiser ces matchs de tous les sports, dans toutes les assos culturelles, etc., qui font que la vie est là, parce que c'est eux qui font la vie. Monsieur Gatignon, merci infiniment pour votre témoignage. Vous étiez venu dans les locaux de la chaîne de Main. Je vous remercie parce qu'en fait, ma première interview en tant que maire, je l'ai faite sur la chaîne Demain, donc il y a 17 ans, et je fais ma dernière en tant que maire, quelque part, hein, même si, voilà, sur la chaîne Demain. Donc je boucle la boucle et je vous en remercie beaucoup. Merci à vous et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Demain la Cité. Au revoir et à bientôt.